En 2020, le terme collapsologie faisait son entrée dans les dictionnaires français. Il s'agit d'un mouvement de pensée apparu dans les années 2010 qui regroupe plusieurs disciplines. Elle envisage le potentiel effondrement de nos civilisations industrielles, les risques et les conséquences que cela entraînerait. L'idée est que nous sommes arrivés à la fin d'une ère, que le nouvel homme est arrivé à la fin de son cycle et que nous sommes face à un cul-de-sac générationnel. D'aussi loin que je puisse m'en souvenir, le futur m'a toujours fait peur. On vit dans un monde assez étrange où les règles peuvent changer très vite et où même les meilleures décisions individuelles ne garantissent pas un bon futur. Il m'est arrivé, beaucoup trop de fois pour que je puisse les compter, de rester éveillée la nuit à me demander quel serait le futur de ma génération ou de celle qui arrive derrière moi. Et autant vous dire que la fiction n'aide pas vraiment à penser mes états d'âme. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Quel sera notre futur? Si je n'ai pas la réponse à ces questions, ça n'a pas empêché beaucoup de scénaristes ou d'auteurs d'essayer d'apporter des clés de réflexion à cette question. C'est un des thèmes centraux en SF, bien sûr, puisque beaucoup d'histoires se passent dans notre futur, et il était évident que j'allais en parler un jour. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 catégories ou de sous-genres de SF, l'utopie, l'anti-utopie et la dystopie. C'est parti! Puisque nous avons déjà exploré le passé dans ma vidéo sur l'Uchronie, il était temps de se plonger dans le futur. Et même si j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, reprenons un petit peu le terme d'utopie qui est le terme central de cette vidéo. C'est un terme qui a été créé par l'écrivain Thomas More et qui signifie « aucun lieu ». Il représente une société idéale, sans défaut apparent, sans injustice, où un peuple vit heureux et en parfaite harmonie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un genre très prolifique. Il y a quelques exemples dont j'ai déjà parlé, comme le cycle de la culture décrite par Iain M. Banks, ou Anarès dans The Dispossessed d'Ursula K. Le Guin, ou encore le peuple ancien décrit dans La fin des temps de René Barjavel. On peut aussi citer quelques exemples de sociétés pseudo-utopiques dans des épisodes de Star Trek, qui restent quand même assez dérangeantes, montrant dans les faits des sociétés aux règles très rigides. Et c'est à peu près tout en fait. Les quelques textes auxquels on peut penser qui ont été écrits durant l'Antiquité n'étaient en fait pas vraiment des récits ou des histoires, mais des textes philosophiques, politiques, des exercices de pensée. En fait, l'utopie était utilisée pour lancer des débats et des discussions sur un état supposément idéal au niveau culturel, politique ou social. Au final, le niveau de bonheur individuel n'était que très rarement pris en compte et très marginalisé, alors que c'est central dans les dystopies et les anti-utopies. Bon, comme exemple, je vais parler de la série originale Star Trek. Bon, j'avoue, je triche un petit peu. On peut débattre sur le fait de savoir si c'est vraiment une société utopique ou pas, mais c'est simplement pour l'exemple. Ce qui me fait dire que Star Trek se déroule dans une société utopique, c'est que nous nous trouvons dans un monde post-pénurie. La plupart des maladies peuvent être traitées, les réplicateurs créent de la nourriture à tout va, et le concept d'argent est dépassé, tous les citoyens de la Fédération recevant de quoi vivre, et même plus, et chacun travaille uniquement par recherche d'accomplissement personnel ou pour le bien de la société. Je vous mettrai en description un très bon article en anglais sur l'économie dans le monde de Star Trek, c'est passionnant. Alors oui, bien sûr, ici je twiste un petit peu le terme utopique parce que le monde de Star Trek n'est pas parfait. Il y a encore des guerres, de la corruption et des problèmes. Mais la société de base créée par la Fédération l'est. C'est l'espace, le reste de l'univers qui est encore sur la voie. C'est le cas aussi du livre The City and the Stars d'Arthur C. Clarke. Dans ce livre, les êtres humains ne vivent plus que dans une seule ville sur Terre, un endroit complètement utopique où il n'y a plus vraiment de désir et où chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut. Pourtant, notre protagoniste n'est pas satisfait de cette vie et cherche à faire autre chose et à aller voir ce qui se passe au-delà de la cité. Comme quoi, même là, l'utopie est un petit peu twistée. Je vous vois déjà rouler des yeux en écrivant plus ou moins gentiment dans les commentaires que anti-utopie et dystopie c'est la même chose, mais non, mon bon ami, je vais t'expliquer tout ça. Dans une utopie, le niveau de vie est élevé, la technologie est omniprésente. Il n'y a apparemment pas de maladies, de famine, de guerre, de pénurie, tous les étages de la pyramide de Maslow ont l'air d'être checkés. On vit dans un monde d'abondance apparemment parfait, et en fait non. Le principe dans une anti-utopie, c'est de présenter un monde apparemment parfait pour en dénoncer les travers. Souvent, les sociétés présentées sont liberticides et contrôlent complètement la vie de leurs citoyens. Ce sont souvent des États totalitaires qui prétendent vouloir le bonheur de leurs citoyens en les privant de leur liberté.
En fait, l'anti-utopie est très souvent utilisée pour dénoncer les travers des gouvernements trop centralisés. Et mine de rien, il y a pas mal d'exemples d'anti-utopie dans la littérature. C'est par exemple le cas du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, de Nous autres de Yevgeny Zamyatin, ou encore d'Un bonheur insoutenable d'Ira Levin. Ou d'Equilibrium aussi, si vous voulez vraiment que j'en parle. D'ailleurs, c'est un genre qui est beaucoup utilisé au cinéma, comme par exemple avec American Nightmare, The Giver ou The Island. Pour exemple, prenons Un bonheur insoutenable ou This Perfect Day d'Ira Levin. L'humanité est dirigée par un ordinateur qui contrôle toute l'humanité, appelée famille. L'éducation, les mariages, les naissances, etc. Une drogue est donnée à la population pour la rendre docile et heureuse, un peu comme le soma du Meilleur des mondes, ce qui les rend apathiques, ils n'ont plus vraiment d'envie ou de désir. Une petite partie de la population, cependant, est contre le fait de devoir vivre cette simulation de vie. Dans ce livre, le bonheur de la population est le but ultime de l'ordinateur central, qui abrutit tellement les hommes qu'ils en deviennent dépourvus de motivation. Ce qui est en fait une vraie critique des gouvernements totalitaires. Les citoyens sont persuadés du bien fondé de ce monde, et de l'importance accordée aux technologies, voire d'une potentielle suprématie de celles-ci sur les hommes. Un très très bon livre si vous avez l'occasion de vous plonger dedans. Dans une dystopie, donc, au contraire de l'anti-utopie, le niveau de vie est relativement bas. Il y a des guerres, des pénuries, les peuples sont visiblement oppressés, voire même il n'y a pas de gouvernement du tout, et chacun fait un peu comme il peut pour survivre. Et là, on a tout de suite un peu plus d'exemples. De 1984 à Battle Royale, en passant par La Déclaration, un très bon livre de Young Adult que je vous recommande chaudement, La Zone du Dehors, Fahrenheit 451, Orange Mécanique, V pour Vendetta, Les Fils de l'Homme, La Route, L'Armée des 12 singes, Elysium, Seven Sisters, Mad Max, et j'en passe. On a même des exemples en musique avec Muse, et bien sûr à la télévision, avec des séries comme The Hundreds et les adaptations de La Servante écarlate ou de Westworld. Ou même Vox ou Silo, mais ceux-là je vous les recommande pas forcément en fait. Et là, ça devient hyper dur de choisir un exemple pour vous illustrer ce qu'est une dystopie. Déjà parce qu'il y en a beaucoup, mais surtout parce que je pense que vous connaissez tous un petit peu l'idée. Mais prenons l'exemple du film dystopique Time Out, parce qu'il est cool et que j'adore Cillian Murphy. Dans ce film sorti en 2011, le temps est la nouvelle unité monétaire. Les humains ont été modifiés génétiquement pour ne plus vieillir passé 25 ans. Même si, bon, soyons honnêtes, j'ai 25 ans et toutes ces personnes ont l'air d'avoir minimum 5 ans plus que moi, au moins. Un compteur beaucoup trop cool à l'avant-bras de chaque individu leur montre le temps qu'il leur reste. Ils partent tous avec une année entière après leur 25e anniversaire, et si le compteur tombe à zéro, la personne meurt. Notre personnage principal, Will Salas, interprété par Justin Timberlake, vit dans le ghetto de Dayton où le temps est précieux. Ha! Et où chacun vit au jour le jour. Il sauve la vie d'Henry Hamilton, qui ressemble vaguement à Henry Cavill, mais c'est pas lui, j'ai vérifié, mais celui-ci lui lègue sa fortune un siècle entier avant de se suicider. À la mort de sa mère, Will décide de niquer des mères et de partir pour New Greenwich, la zone la plus riche, accessible uniquement par des péages coûteux. Il va jouer au casino parce que pourquoi pas, et il rencontre Philip Weiss, propriétaire de banque de temps, et sa fille Sylvia Weiss, jouée par Amanda Seyfried. Il est ensuite rattrapé par la police du temps qui s'assure que le temps est bien distribué entre les zones pour éviter l'effondrement du système. Il prend Sylvia en otage et lui fait découvrir son monde. Bon, en vrai, ça casse pas trois pattes à un connard, mais c'est un film super visuellement, et j'apprécie de le revoir de temps en temps, et en plus c'est super facile de définir la dystopie avec. Et au final, j'ai envie de vous dire, ça donne pas forcément très envie tout ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que toute œuvre qui se passe dans notre futur doit être dans ces trois catégories. Il y a de nombreuses œuvres qui n'y entrent pas, comme The Expanse par exemple. En fait, à chaque fois qu'on parle d'étiquettes, c'est très simple de trouver des exemples d'œuvres qui n'y rentrent pas. Par exemple, je peux penser à la saga de la culture de Iain M. Banks. La société supposément utopique de la culture est débattue dès le tout premier livre, Consider Phlebas. Celui-là, je vous le recommande. Alors, bien sûr, et je pense que c'est important de le dire, même si beaucoup de ces histoires ont des sous-textes écologiques ou politiques, ce n'est pas le but de cette chaîne d'en discuter. Comme toujours, il est important de prendre ces histoires avec des pincettes. Elles ne sont pas des guides ou des leçons, mais plutôt des exercices de pensée. Voire des mises en garde quand même. Et bien sûr que certaines sont poussées à l'extrême, je vois pas quelque chose comme The Hunger Games arriver de sitôt, mais certaines sont évidemment très proches de nous également, comme certains épisodes de Black Mirror, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Comme toujours, il est important de pouvoir apprécier un film, un livre ou une série à sa juste valeur et pour ce qu'elle est vraiment, une histoire. Même si elle vous empêche de dormir pendant 3 jours. On disait ? Merci à vous de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo sur les dystopies, anti-utopies et utopies, j'espère que ça vous aura plu. C'est un thème qui est super important en science-fiction et c'était sûr que j'allais en parler à un moment donné.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos histoires utopiques ou anti-utopiques ou dystopiques préférées. N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier, d'un livre ou d'un film. Je regarderai tout ça avec beaucoup de plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt sur mes réseaux sociaux ou à dans 2 semaines sur YouTube. À bientôt dans l'univers.